François Bon, les carnets. Alors tout un paquet de bouquins, mais sur un petit truc mais qui me tarabuste depuis quelques jours, c'est dans le jardin des plantes, à retomber sur ce passage évidemment devenu un peu canonique. Entre guillemets, l'auteur nous refile ses cartes postales. Voilà, ça attaque directement comme ça. L'auteur nous refile ses cartes postales. 2 points. Breton, exaspéré par la description que fait Dostoïevski du logement de l'usurière, et on est entre gens de bonne compagnie, pas besoin de préciser qu'il s'agit du premier chapitre de Crime et Châtiment. Moi, quand j'ai fait suffisamment d'amphi en école d'art, tout ça, bon, Crime et Châtiment, on fait le point là, qui a lu, qui a pas lu. Bon, ma génération, j'ai dû lire Crime et Châtiment, moi, 14 ans ou 15 ans. Mais oui, mais c'est pas si simple que ça. Alors, 2 points, la petite pièce dans laquelle le jeune homme, effectivement, voilà la description de la chambre. Après, Claude Simon passe à, de son côté, Monterland déclare que lorsque dans un roman il arrive à une description, il tourne la page. Alors, l'auteur nous refile ses cartes postales. Alors, c'est même étrange parce que moi j'avais depuis bien longtemps j'avais fait glisser de Dostoïevski à Balzac, parce que moi un truc c'est pas que ça me passionne. Oh, vous êtes un passionné, ça aussi ça fait partie des clichés et culés de cette époque. Si t'es passionné, ouais, les livres, la littérature, ça s'explique, hein. Vas-y, moi c'est autre chose, moi c'est les timbres, enfin autrefois c'était les timbres poste, comme si le langage c'était pas une chose commune. Bon, là je dévie, mais moi ce qui m'intéresse c'est Balzac, c'est-à-dire toutes ces intros de Balzac où t'as le petit narrateur qui passe comme ça, et puis au bout d'un moment tu aperçois que tout ce qu'on vient de traverser c'est un petit peu ralenti, et puis que non, il y avait des personnages, ils étaient là immobiles, et ça y est, le livre commence. Relisez Béatrix, et Béatrix par exemple, moi c'est dans Julien Gracq qu'on m'en parle le plus, ce texte de Julien Gracq En lisant, en écrivant, qui est sur Stendhal, Balzac, Flaubert, sur justement le fait que dans Stendhal, tu n'as aucune description. Mais parce que tu n'as aucune description, et que tu es tout le temps dans les sensations, tu en vois peut-être plus que dans Balzac, où il nous dit que c'est un magasin de mobilier, de brocante. Ouais, sauf qu'avec le magasin de brocante, il nous fait la peau de chagrin, et que donc la description même de l'immobile et du mobilier devient le roman en lui-même. Et Gracq, c'est étrange, parce qu'il dit qu'avec Flaubert, ce moment commence à se stabiliser, voire s'user. Et il y a une bifurcation très bizarre dans Lettrine, parce que lui aussi va reprendre le passage d'André Breton, mais il va pas prendre le début comme Claude Simon, il va prendre juste la petite fin là, du premier manifeste du surréalisme, et il dit ça dans Lettrine, il dit moi aussi comme Breton, dans le premier manifeste, j'ai l'impression que la description c'est usé. Et en même temps, il ouvre là toute une section qui s'appelle Tableau de Bretagne. Ensuite, on a éléments du paysage des Landes. C'est-à-dire qu'il ouvre à la littérature précisément un espace là où la description devient en elle-même l'aventure littéraire. Et dans son André Breton, là, ce passage du premier manifeste, alors, moi, justement, c'est ça aussi, ces carnets. C'est-à-dire, je connaissais ce passage du Jardin des Plantes. Il a dû m'arriver pas mal de fois avec des étudiants de dire « Ah, Breton, il parle des cartes postales de Balzac. » Non, Breton, il parlait de Dostoïevski. L'auteur nous refile ses cartes postales. Alors là, tu te dis, bon, ce serait peut-être quand même bien d'aller se rafraîchir un peu les idées. Retour Breton, là c'est le tome 1, premier manifeste, et dès la page 2, page 3, page 4... Et les descriptions, point d'exclamation. Rien n'est comparable au néant de celle-ci. 2 points. Ce n'est que superposition d'images de catalogue. L'auteur en prend de plus en plus à son aise. Il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales. Donc Claude Simon, dans le Jardin des Plantes, lui-même déjà trahit Breton. Parce que Breton, on voit que son gros, il est très académiste, Breton. Donc lui, Breton, dit, il saisit l'occasion, l'auteur, il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales. Et chez Claude Simon, ça devient, l'auteur nous refile ses cartes postales. Donc déjà, et donc c'est ces suites de déformations qui à la fois réifient,
trompe et ouvre de nouvelles instances. Alors comment il continue, Breton? Il cherche à me faire tomber d'accord avec lui sur des lieux communs. Il cherche à me faire tomber d'accord, ça c'est un truc vraiment peut-être une ligne de frontière énorme entre ce que tu sens comme fatal, comme inéluctable, comme juste, simplement, aussi bien dans une peinture que dans un roman. Et là, il nous cite donc 10 lignes de cette chambre de la vieille usurière. Vous savez que dans Dostoïevski, il va y avoir 3 visites de Raskolnikov au logement de la vieille usurière, et c'est seulement à la 3e qu'il y aura le meurtre. Et donc la première, c'est simplement faire son repérage. Alors Breton, il cite: la petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune, il y avait des géraniums. Alors tu te dis, bon bah oui, Breton, il a raison. Alors lui, après la citation, que l'esprit se propose même passagèrement de tels motifs, je ne suis pas d'humeur à l'admettre. On soutiendra que ce dessin d'école vient à sa place, et qu'à cet endroit du livre, l'auteur a ses raisons pour m'accabler. Il n'en perd pas moins son temps, car je n'entre pas dans sa chambre. La paresse, la fatigue des autres ne me retiennent pas. C'est là par contre où Gracq citera ce même passage. J'ai de la continuité de la vie, une notion trop instable pour égaler au meilleur mes minutes de dépression, de faiblesse. J'ai de la continuité de la vie, une notion trop instable. Là, tout d'un coup, on trouve ce que nous, on aime, ce qui nous ramène toujours à Breton, à Nadja, tout ça. Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir, et comprenez bien que je n'incrimine pas le manque d'originalité pour le manque d'originalité. Je dis seulement que je ne fais pas état des moments nuls de ma vie. Phrase moi qui à chaque fois, les moments nuls de ma vie. Mais quand tu lis, par exemple, Samuel Beckett ou Franz Kafka, est-ce que c'est pas justement dans ces interstices, dans l'attente, dans les moments de réveil, que justement tu es débarrassé, et que dans cet endroit-là, cette instance où tu es débarrassé, que peut commencer à lever, non pas proférer du langage, mais laisser la langue t'envahir toi et surgir, et t'as juste à capter. Je dis seulement que je ne fais pas état des moments nuls de ma vie. Moi, cette phrase, je la prends comme totalement ambivalente. Je dis seulement que je ne fais pas état des moments nuls de ma vie, que de la part de tout homme, il peut être indigne de cristalliser ceux qui lui paraissent tels. Cette description de chambre, permettez-moi de la passer comme il a passé, je la passe. Alors, cette description de chambre, c'est facile, hein, parce que c'est l'édition de Dostoïevski qu'on a longtemps eue, donc c'est la traduction de 1884, un nommé Victor de Reuilly. Vous vous souvenez de Victor de Reuilly? C'était peut-être quelqu'un de fascinant, Victor de Reuilly, il faudrait chercher. Et c'était celui qui a introduit Dostoïevski en France. Donc, jusqu'à qui? Jusqu'à André Markovits. Alors, André Markovits, là, ce retravail permanent, vous savez qu'André, même d'édition en édition, on sait s'il retravaille. Alors, c'est quoi Dostoïevski et les descriptions? Là, tout au hasard, toujours dans Crime et Châtiment, j'en ai repris 3. Regarde. L'escalier était étroit, raide, couvert d'ordures. Toutes les cuisines de tous les appartements des 3 étages, toutes les cuisines de tous les appartements des 3 étages s'ouvraient sur cet escalier, restaient ainsi presque toute la journée. De là venait une touffeur terrifiante. On voyait monter, descendre des concierges avec des livres sous le bras, des commis, toutes sortes de gens des 2 sexes, des visiteurs. La porte du commissariat lui-même restait grande, ouverte. Il entra, s'arrêta dans le vestibule. Il y avait là toutes sortes de paysans debout qui arrêtaient. Là aussi, la touffeur était extraordinaire. En plus, une autre odeur vous rendait presque malade, celle de la peinture des pièces qu'on venait de repeindre. De l'huile de lin rance et pas encore tout à fait sèche. Après une courte attente, il décida de s'avancer encore dans la pièce suivante. Ces pièces, elles étaient toutes minuscules, basses de plafond. Une impatience terrible l'entraînait
plus loin, toujours plus loin. Personne ne le remarquait. Dans la deuxième pièce, il y avait des genres de scribes qui restaient là, écrivaient. Des scribes à peine mieux habillés que lui, des espèces de gens étranges. Allez voir comme ça. Il se tourna vers l'un d'eux. Tu veux quoi? Et il montra la convocation du commissariat. Alors c'est ça, le centre de crime et châtiment. C'est-à-dire que on le voit accomplir son crime et on voit que tous ceux autour de lui se rendent compte qu'il n'y a que lui, Raskolnikov, qui a pu accomplir ce crime, y compris le commissaire de police. Mais ça leur semble tellement impossible, incroyable, aberrant que Raskolnikov ait assassiné de sa hache la vieille simple Lizaveta, qu'il refuse l'évidence. Donc le roman, c'est pas l'enquête de police sur qui a accompli ce crime. Le roman, c'est le chemin que font tous les autres pour accéder à leur propre savoir que Raskolnikov est coupable. En même temps que Raskolnikov, lui, s'en va jusqu'au point où il a même le petit butin du crime, il a été enterré sous une pierre en bordure de la ville. Mais donc ces lieux, ce chemin-là, c'est-à-dire que l'ensemble des lieux et des espaces, est-ce que ce sont des allégories? Non, c'est vraiment la description du commissariat. Mais en tant qu'espace, ils sont aussi des instantanés de l'espace intérieur de Raskolnikov. Alors là, c'est l'arrivée au commissariat. Donc il est coupable et il est convoqué. Mais évidemment, il ressortira, c'est pas encore le moment. Un autre endroit, vous savez, dans Dostoïevski, donc il y a ce personnage qui est à la fois bouffon, trop parleur, Marmeladov. Et Marmeladov, on le rencontre dans un bistrot, et ce type qui est veuf, faible, enfin bon, faut pas entrer là. Raskolnikov le reconduit chez lui. Et là, c'est un immeuble des classes les plus populaires de Pétersbourg. Et voilà le moment où Raskolnikov entre chez Marmeladov. Ils entrèrent par la cour, montèrent jusqu'au 3e. Plus l'escalier montait, plus il devenait noir. Le rôle des escaliers. L'escalier qui monte chez la vieille usurière. Et vous savez, les maçons qui montent se cachaient dans l'appartement vide. Encore une description d'espace, sauf que celle-ci, elle est vide. Ils entrèrent par la cour et montèrent jusqu'au 3e. Plus l'escalier montait, plus il devenait noir. Il était déjà presque 11 heures du soir. Mais même si, à ce moment de l'année, il n'y a pas de véritable nuit à Pétersbourg, en haut de l'escalier, il faisait vraiment noir. Une petite porte encrassée au bout de l'escalier, tout en haut, ouverte. Un restant de bougie éclairait une chambre des plus pauvres, longue d'une dizaine de pas. Depuis l'entrée, on la voyait tout entière. Tout était éparpillé, en désordre, surtout plein de guenilles d'enfants. Un drap troué était tendu le long de l'angle du fond. Derrière, vraisemblablement, c'était un lit. Dans la chambre elle-même, il y avait en tout pour tout 2 chaises, un divan couvert d'une toile cirée, très déchirée, devant lequel on avait placé une vieille table de cuisine en sapin, en bois brut et sans aucune nappe. Sur un coin de la table, le restant de suif brûlait dans un bougeoir de fer. Il apparaissait comme Marmeladov habitait dans une chambre à part et non dans un coin, mais cette chambre servait de passage, la porte qui menait aux autres pièces, plutôt aux autres cages qui composaient l'appartement d'Amalia Lippwesel, était entr'ouverte. On y entendait des bruits, des cris, on riait aux éclats, on devait jouer aux cartes et boire du thé, on entendait parfois fuser les mots les moins cérémonieux. Voilà, André Breton, les cartes postales de Dostoïevski. Alors, revenir quand même à celle qu'incrimine André Breton. C'est-à-dire que Breton dit, je décide de la passer, c'est-à-dire que dès la 4e page de Crime et Châtiment, Breton dit, ce livre n'est pas pour moi. Alors, je reprends. On va prendre les 2 traductions côte à côte. Donc, celle de Victor Derelli, 1884, je fais un peu mon ménage, et celle, là, maintenant, d'André Markovits, la petite pièce, alors Derelli, 1884, la petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Donc, un adjectif, la petite pièce, et puis un passif, fut introduit, et un deuxième passif était tapissé. Markovits, la pièce pas très grande dans laquelle le jeune homme venait d'entrer, une pièce au papier peint jaune. Bon, c'est pas la petite pièce, c'est la pièce pas très grande dans laquelle le jeune homme venait d'entrer. Action et pas passif. Une pièce au papier peint jaune, on a enlevé le « il y avait ».
avec des géraniums, des rideaux de mousseline aux fenêtres, était à cet instant brillamment éclairée par le soleil couchant. La pièce pas très grande dans laquelle le jeune homme venait d'entrer, une pièce au papier peint jaune, avec des géraniums, des rideaux de mousseline aux fenêtres, était à ce moment brillamment éclairée par le soleil couchant. Il y avait un truc en préparant là, ce gamberge là, dans Gracq qui est intéressant. Il y a tout un ensemble de textes sur les adaptations au cinéma d'œuvres littéraires. Et il dit mais que les descriptions qu'en littérature on doit maintenir lacunaires sont intéressantes parce que au cinéma elles font partie de ce décor qu'on voit sans qu'il soit besoin de prendre le temps de le décrire. Mais je continue là les deux versions. Le soleil couchant, alors Derely, 1884. Le soleil couchant jetait sur tout cela une lumière crue. Bon, peu importe. Mais les rideaux de mousseline aux fenêtres. Et André, la pièce, c'est le sujet du tout début, qui revient là et qui s'accomplit par tout à la fin, à cet instant brillamment éclairé par le soleil couchant. Et aussitôt après, on a le monologue de Raskolnikov. À ce moment-là aussi, donc, le soleil va briller comme ça, c'est-à-dire que dans le livre, Raskolnikov installe ça, parce qu'il se dit que le jour où je reviendrai avec ma hache pour la tuer, il y aura aussi le soleil qui éclairera de cette façon. Mais ça, Breton, il le supprime. C'est-à-dire que la mise en scène, la dramaturgie de Dostoïevski, pour cette phrase, lui, il met 3 points. La chambre ne refermait rien de particulier. C'est-à-dire que c'est pas le fait simplement de prendre la traduction de 1884, c'est qu'il découpe la dramaturgie de la scène. Là, tu te dis, mais attends, Breton, là, qu'est-ce que tu te permets, là? Telle fut l'idée qui fusa comme par surprise dans l'esprit de Raskolnikov. C'est d'un regard rapide qu'il embrassa toute la pièce. C'est d'un regard rapide qu'il embrassa toute la pièce. Le Breton, ça le gêne aussi. Alors, c'est comment chez Derely? Alors, chez Derely. Alors sans doute, le soleil éclairera de la même manière, se dit tout à coup Raskolnikov. Il promena rapidement ses yeux autour de lui pour se rendre compte des objets environnants et les graver dans sa mémoire. Mais je ne peux pas lui en vouloir à Victor Derely en 1884. Mais reprenons. Et il promena rapidement ses yeux autour de lui pour se rendre compte des objets environnants et les graver dans sa mémoire. Mais Markovitch, il devait bouillir. Et quand lui a repris son russe, voilà ce qu'il et c'est d'un regard rapide qu'il embrassa toute la pièce pour étudier et se rappeler autant que possible toute la disposition. Pourquoi étudier et se rappeler tout? Parce qu'il va revenir pour un assassinat qui devrait être accompli par réflexe et sans penser, et pas du tout pour se rendre compte des objets environnants. Bon, quelque part, c'est pas forcément la peine que je continue. Mais Breton, il insiste. Alors, un divan avec un grand dossier renversé, voilà à quoi se réduisait l'ameublement, tandis que, alors chez Derely, la chambre ne renfermait rien de particulier, les meubles en bois jaune étaient tous très vieux, un divan avec un grand dossier renversé, une table de forme ovale vis-à-vis du divan, une toilette et une glace adossées au trumeau, des chaises le long des murs, 2 ou 3 gravures sans valeur, et ça, c'était le point d'arrivée de cette vidéo, 2 ou 3 gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Mireille Kahl-Gruber aussi, qui nous a fait la bio de Claude Simon, Une vie à écrire, a publié un article aussi sur cette phrase-là. 2 ou 3 gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Et André Breton craque. Mais donc, les meubles en bois jaune, général, un divan, ouais, ok, on est au bon coin, une table de forme ovale, pareil, une toilette et une glace adossées au trumeau, des chaises le long des murs, 2 ou 3 gravures sans valeur. Prenons Markovitch. Les meubles, tous très vieux, de bois clair, étaient composés d'un divan au dossier de bois énorme et recourbé. C'est pas rien, ça. Et Markovitch, c'est pas le genre à inventer par rapport à Dostoïevski. Dostoïevski nous dit, c'est que le divan, il est disproportionné, et comme il est recourbé, il peut se avaler celui ou celle qui s'y mettrait. D'un trumeau avec une petite glace entre les fenêtres, de chaises posées contre le mur, les mêmes qu'on aura au commissariat, et de 3 images à 2 sous. 3 images à 2 sous.
des images qui valent rien. Lui, il dit 2 ou 3 gravures sans valeur. Non, c'est des images, 3 images à 2 sous dans des cadres jaunes. Le fait qu'elles soient dans des cadres jaunes, bon, là tu as une rémanence. Et dans cette rémanence, représentant des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Et là où tu viens pour tuer, tu as une gravure sans valeur avec des jeunes dames lançant leurs graines aux oiseaux qui se posent sur leurs mains. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à Mireille Kallgruber. C'était pas un hasard que partant du Jardin des Plantes, retombe sur elle. Mais ça, André Breton, tu vois, il pouvait pas le comprendre. Alors, la colère, là, lui dit, l'auteur en prend de plus en plus à son aise, il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales. Bon, d'accord, Breton, il pouvait pas avoir lu Dostoïevski, Crime et Châtiment, traduit par André Markovits, et pour cause. Mais Claude Simon, non plus. Donc Claude Simon, lui, évidemment, comme chacun de nous, on doit tant à Dostoïevski. Dans les 3 chambres que je vous ai lues, Kafka, le procès, ça en sort, mais tout armé. Une statue habillée, comme aurait dit Schopenhauer. Et la colère de Claude Simon, c'est juste, il dit pas je suis en colère contre André Breton, il dit l'auteur nous refile ses cartes postales, entre guillemets, sauf qu'il met entre guillemets comme une citation, et que non, c'est pas du tout une citation, puisqu'il installe sa propre colère en trompant la phrase de Breton. Et est-ce que la littérature, justement, ça tient pas à uniquement ça, et uniquement ça, et uniquement ça? Voilà ce qu'il en dit. Comme par hasard, Claude Simon. Également pressé de savoir si la baronne épousera le comte, Breton, le poète, comme Monterland, n'ont évidemment que faire d'une certaine couleur de papier, de rideaux de mousseline, de géranium, et de jeunes filles allemandes dont, au surplus, s'il se demande bien pourquoi, que de temps perdu, l'auteur nous informe qu'elles tiennent chacune un oiseau dans ses mains. Et c'est d'autant plus étrange, parce que André Markovits, si jamais tu regardes ça, moi, quel plaisir si on en parlait directement, mais Marco qui est vraiment si fidèle à Dostoïevski, Markovits traduit, et de 3 images à 2 sous dans des cadres jaunes, ce que relève Claude Simon, représentant des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Comment on sait qu'elles sont allemandes, au fait? Mais c'est des demoiselles avec des oiseaux dans les mains. Et Claude Simon, qui a déjà trompé Breton, eh bien, voilà ce qu'il fait de cette image. Il se demande bien pourquoi, entre parenthèses, que de temps perdu, l'auteur nous informe, toi, et de jeunes filles allemandes, premier truc d'interrogation, dont au surplus, il se demande bien pourquoi, que de temps perdu, l'auteur nous informe qu'elles tiennent chacune un oiseau dans ses mains. Ce qui est une tromperie formidable, puisque au lieu des demoiselles qui tiennent des oiseaux dans leurs mains, on a chaque demoiselle, chacune, qui tient un oiseau dans ses mains. Donc voilà ces demoiselles qui promènent des oiseaux. Et voilà comment la tromperie en littérature, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. André Breton par rapport à Dostoïevski, Balzac qui disparaît alors que Julien Gracq, qui lui ne remettra pas en cause du tout ce passage de Breton dans le premier manifeste, nous fera des pages sur, par exemple, l'ouverture de Béatrix ou du cabinet des antiques, avec cette instance de pure description. Et puis Claude Simon, qui nous fait avancer ces jeunes dames allemandes avec chacune un oiseau dans les mains. Encore plus fidèle au surréalisme que Breton l'aura jamais été. Voilà, petit tour du jour.